Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de Vendée 2022, Tour de Vendée 2022. Dernière manche de la Coupe de France qui va nous permettre de faire un point sur la Coupe de France. C'est vrai qu'on avait parlé pas mal de la Coupe de France en début de saison. Et puis, il y a eu les grands tours, il y a eu plein de petits événements qui ont fait que j'ai eu du mal à la suivre à partir du mois de mai. Je crois que peut-être la dernière manche, c'était le Grand Prix de Vitré qu'on avait suivi sur la chaîne. Et pourtant, c'est intéressant la Coupe de France, parce que ce sont des épreuves locales, des épreuves françaises. Fait souvent avec des bénévoles et avec des personnes qui se donnent pour trouver des bonnes listes de départ, ce qui n'est pas toujours facile également parce que il faut réussir à trouver les équipes, donc c'est pas toujours simple. Tour de Vendée. On va faire le débrief de cette course et puis on parlera également de la Coupe de France en fin de vidéo. On fera un point sur le classement et puis un point sur le calendrier 2023 de la Coupe de France qui est également sorti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu comme d'habitude. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas à aller voir également Twitter, n'hésitez pas aussi à aller voir Spotify, voilà, EPS 2.0, je vais y arriver. Tour de Vendée, course qui était pas la plus fun de la saison, on va pas se mentir, c'est vrai. Alors, on finit avec le Tour de Vendée. C'est pas la course la plus spectaculaire de l'année, le Tour de Vendée. C'est souvent un scénario assez bloqué, ce qui a encore été le cas là, surtout qu'on n'avait que deux coureurs en échappée. Et puis à 100 km de l'arrivée, il y avait déjà quasiment plus qu'un coureur tout seul, donc c'était pas évident. Pas beaucoup de spectacles. Il a fallu attendre vraiment la fin de course pour que ça commence à attaquer. Et c'est vrai que le parcours final n'est pas suffisamment difficile pour créer un peu d'animation. En plus, vous avez une partie qui se fait sur une grande route, donc c'est vraiment pas l'idéal. Et puis le vent a pas aidé. Il y avait pas mal de vent de face sur le parcours, ce qui fait que ça a pas. Et puis au mois d'octobre, le vent de face, ça annule encore plus les attaques. Parce que quand vous êtes fatigué, vous savez qu'il y a du vent de face, vous dites oui, et puis non, je vais pas attaquer, donc ça a été un petit peu compliqué. Heureusement qu'il y a eu Anthony de la place pour nous animer un petit peu cette 17e manche de la Coupe de France 2022. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Bryan Coquard. Il fait quand même une bonne année, Bryan Coquard. Sur la Vuelta, ça a peut-être été un petit peu plus compliqué, mais je rappelle qu'il était plutôt prévu qu'il fasse le Tour de France que la Vuelta, donc il a fallu dégager les pics de forme, décaler les pics de forme, et je trouve que Bryan Coquard a plutôt fait une bonne saison. Alors c'est dommage, je l'ai très peu vu sur les grosses courses parce que il était là aussi pour marquer les points UCI, pour sauver un petit peu Cofidis, et Cofidis va rester en World Tour. Donc ce qui fait que pour Bryan Coquard, ça n'a pas été forcément facile son année parce qu'il a dû courir énormément en Coupe de France et je pense qu'il voulait courir sur d'autres épreuves. Mais voilà, il s'est appliqué sur ce Tour de Vendée et puis il a été intelligent. Il a été intelligent parce qu'il a su profiter du travail de la Groupama FDJ qui a eu le poids de la course pendant toute la journée. Eux, ils ont mis un homme à rouler qui était... j'ai oublié son nom. Et puis je pense que je vais pas l'avoir. Si Harrison Wood, le jeune coureur britannique qui a roulé pendant une grande partie de la journée pour Cofidis, mais ils ont fait en fait rouler très peu de coureurs à l'avant du peloton. Ils ont laissé le poids de la course à la Groupama. Et puis ensuite, il s'est vraiment faufilé dans la roue d'Arnaud Démare. Il s'est mis dans la roue d'Arnaud Démare. Et c'était la position la plus intelligente parce qu'avec le vent de face dans la dernière ligne droite, il ne fallait pas lancer trop tôt. Et Arnaud Démare était fort, mais il s'est pris le vent en pleine gueule. Et Bryan Coquard, lui, il était dans la spie. Et puis surtout, Bryan Coquard a lancé plus tôt, un peu avant
Arnaud Démare, parce que Arnaud Démare a attendu à cause du vent de face, et ce qui fait que Brian Cocard a lancé un peu avant, et il y a eu un différentiel de vitesse qui s'est fait assez vite, et quand Arnaud Démare déclenche, il déclenche 2 secondes, 3 secondes après Brian Cocard, mais Brian Cocard à ce moment-là est déjà à 60 km/h, alors qu'Arnaud Démare, il est à 47-48 km/h au même moment. Les 12-13 km/h de décalage à ce moment-là, c'est les 3 mètres que tu as à l'arrivée à l'avantage de Brian Cocard qui remporte donc un beau sprint devant Arnaud Démare. Deuxième Arnaud Démare, également coureur au top. Parce que c'était pas simple pour Arnaud Démare, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune équipe qui a participé, qui a aidé la Groupama FDJ. On aurait pu s'attendre à ce que, je sais pas, Total par exemple décide de se mettre à l'avant de la course, AG2R pour Marc Sarrault, BNB Hotel, pourquoi pas, décide de rouler, ou Arkea Samsic également, sauf que personne n'a vraiment voulu rouler autour, à la place de la Groupama, donc ce qui fait que la Groupama a dû faire le job, ce qui n'était pas forcément évident pour la Groupama FDJ, qui a perdu donc beaucoup d'énergie à rouler. Surtout que devant, Anthony Delaplace faisait un sacré numéro à l'avant de la course, et ce qui fait que ils ont dû rouler quand même sacrément fort sur les 2 dernières heures de course pour revenir sur Anthony Delaplace. Et qu'en plus c'était vent de face, donc forcément les équipes qui se cachaient derrière ont été un petit peu avantagées. Alors, à un moment il y a eu Saint-Michel Aubert 93 qui roulait également un petit peu devant l'avant du peloton. Mais très peu d'équipes en fait, très peu de monde. Il y a eu un peu Cofidis, mais même du côté de Cofidis, c'était léger l'aide qu'on a apportée à la Groupama FDJ. Et ce qui fait que donc Arnaud Démare dans le final, même s'il a du monde, il a du monde qui est fatigué par la journée, parce qu'on est resté à l'avant du peloton, parce qu'on a dû rouler. Et ce qui fait qu'il se retrouve à avoir des équipiers fatigués, et on s'aperçoit que dans les 500 derniers mètres, il manque un peu de fraîcheur. Il manque un peu de fraîcheur, il est trop tôt devant. Et ce qui fait qu'il est obligé d'attendre. Je pense que c'est le Kundal qui est devant lui et commence à être en perte de vitesse à ce moment-là. Et il est tombé sur un grand Brian Cocard aussi, parce que Brian Cocard, sur ce sprint-là, dimanche, a été vraiment très fort. Donc ça a fait la différence. Et ce qui fait que Arnaud Démare doit se contenter de la 2e place. Derrière, on a Anthony Delaplace, dernier coureur au top, Anthony Delaplace qui a été très bon. Aujourd'hui, sur dimanche, parce que moi j'ai vu la course hier, mais c'était dimanche. Je me suis légèrement étouffé. Du côté d'Anthony Delaplace, sacré numéro, parce qu'il a fait quand même 40 bandes tout seul, plus de 40 bandes tout seul, sur un circuit encore une fois qui est vraiment pas favorable à une échappée, mais alors encore moins à un homme seul. Du côté parce que c'est quand même plutôt des grosses routes, on n'est pas sur Paris-Camembert. Lui qui a remporté cette année Paris-Camembert, c'est pour ça que je cite cette course-là, parce que Paris-Camembert, c'est des routes beaucoup plus étroites, un parcours plus technique. Là, c'est vrai que le parcours n'était pas très technique dans le final, donc c'était pas forcément évident pour un homme seul. Il a fait un sacré numéro, ce qui a permis également à Arkea de ne pas être obligé de rouler à l'avant de la course. Et puis, il s'est quand même fait plaisir. Alors, je pense que sur la fin, ça piquait un petit peu les jambes du côté d'Anthony Delaplace, mais il a montré le maillot, il a mouillé le maillot. Aujourd'hui, dimanche, le coureur de Arkea Samsic. Et voilà, ça reste un coureur très intéressant, je trouve, Anthony Delaplace. C'est un coureur qui n'est pas hyper connu, mais qui a souvent un rôle d'équipier. Mais je trouve qu'il fait toujours son travail consciencieusement. Et puis quand il est dans une échappée, c'est toujours un roule toujours. Également Anthony Delaplace. Donc ça fait partie de ces coureurs qu'on se souviendra peut-être pas dans 10 ou 15 ans. Et c'est un peu triste. Parce que dans le cyclisme, certes, vous avez des têtes d'affiche, les Julien Lafilippe et autres. Mais il faut aussi également des gros équipiers pour être au top toute la saison. Et Anthony Delaplace a un rôle important du côté d'Arkea, avait un rôle important autour de Nairo Quintana. Ça ne sera pas le cas l'année prochaine. On a eu des petites informations du côté de Quintana, comme quoi il faut toujours se méfier des rumeurs. Même certains journalistes ne sourcent pas leurs informations. Il semblerait que ça soit Astana, que ça soit une équipe de type Astana, peut-être EF, où on aille chercher Quintana, mais ça ne serait pas une équipe
française, ou du moins pas une équipe française World Tour. AG2R notamment a démenti, et Groupama, ça me semble incompatible. Cofidis avait dit non également pour Quintana, donc ils ont déjà Yon Izagirre en passant du côté de Cofidis, donc ça sera certainement Astana ou une formation World Tour qui aurait un petit peu la même réputation qu'Astana, qui serait tentée par Quintana. Et pour Astana, ça leur permettrait de remplacer Nibali, on va dire à peu près poste pour poste, pour les grands tours. On en termine avec ces coureurs au top. Je peux juste vous signifier, mais vous l'avez dans la description de la vidéo, le classement de cette course, avec donc Mozzato 3e, Christophe Knopp 4e, Mathis Louvel 5e, Silke Dam 6, Sarro 7, Dujardin 8, Simon 9 et Maël Guégan 10e. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne pour cette course, cette dernière épreuve de la Coupe de France, je commence avec Marc Sarro. C'est un petit bonnet d'âne pour Marc Sarro. Avec AG2R, on a quand même retrouvé un peu le Marc Sarro en cette fin de saison qu'on avait un peu perdu, notamment sur le Tour de Poitou-Charentes, mais également sur la Coupe de France, puisqu'il finit quand même 3e du classement final de la Coupe de France. Marc Sarro, il a retrouvé, je trouve, de la confiance. Là, c'est dommage, c'est qu'il est mal placé. À l'entame du dernier kilomètre, il est beaucoup trop loin. Pas de chance en plus pour lui, c'est qu'il y a une cassure qui se crée. Je crois que c'est un coureur de la Total qui crée la cassure devant lui, et ce qui fait que Marc Sarro il se retrouve à avoir 10 mètres à boucher, et les 10 mètres il les a jamais bouchés sur le groupe qui est parti devant lui, donc il finit 7e. Je pense qu'il avait envie de faire un peu mieux pour cette dernière manche de Coupe de France. Marc Sarro, c'est dommage. Mais ce qui est intéressant sur cette année 2022 de Marc Sarro, c'est qu'il a retrouvé un petit peu de la confiance par rapport au fait que, je rappelle, ça fait partie des victimes collatérales de la chute Groenewegen-Jacobsen du Tour de Pologne. Tout le monde a oublié Marc Sarro, mais il fait partie des victimes également de cette chute. Et contrairement aux deux premiers, lui, il a mis beaucoup plus de temps à s'en remettre, Marc Sarro, parce que c'était pour moi un coureur très prometteur. Et puis le problème, c'est que chez AG2R en plus, on n'arrive toujours pas à emmener les sprints correctement, je trouve, dans cette formation. On a des coureurs rapides, mais on n'arrive jamais à faire des bons sprints chez AG2R. Ça serait bien chez AG2R qu'on commence à travailler également ce secteur-là, parce que ça permet d'apporter des points. Et je rappelle qu'au niveau du classement UCI, c'est pas comme si l'année 2022 a été moins bonne que l'année 2020, et qu'on est quand même en dessous des grosses formations. Or, l'objectif de AG2R Citroën, c'est d'être dans les top teams. Donc, quand vous êtes derrière Intermarché, quand vous êtes derrière une équipe comme Trek, je considère que c'est pas forcément fantastique la saison qu'a réalisé AG2R en 2022. On poursuit après Marc Sarro avec Go Sport. Go Sport, c'est bon, Valentin Tabellion fait 11e. Je trouve que c'est quand même une équipe qui a été un petit peu décevante cette année en Coupe de France. Vu l'effectif qu'avait cette formation, ils auraient dû au moins en gagner une. Quant à Thomas Bouda, quant à l'équipe au départ est quand même intéressante, l'équipe Go Sport. Je trouve que on n'a pas réussi à faire des choses exceptionnelles, et je trouve ça dommageable, parce que c'est un effectif où vous avez quand même aussi Siskevicius notamment, Vermeulen, vous aviez des coureurs rapides, Samuel Leroux aussi, Jérémy Levaux, il y avait des coureurs pour faire des bonnes choses du côté de Go Sport, et je trouve que par rapport à la qualité de l'effectif de cette équipe de Continental, j'avais en plus pas mal d'attentes sur Go Sport en début de saison. Je trouve que ça n'a pas été fantastique, et ça se confirme là, parce que vous avez un Thomas Bouda au départ, mais un Thomas Bouda qui finit extrêmement loin. Alors certes, Thomas Bouda prépare également les championnats du monde sur piste, mais vous aviez par exemple Clément Caressier, il aurait pu tenter une attaque dans le final, il ne l'a pas fait.
Voilà, on finit, je trouve, assez loin. Et puis ça se confirme même au classement général de cette Coupe de France, où l'équipe finit juste devant Nice Métropole Côte d'Azur, ce qui est quand même pas foufou en termes de résultats, de finir 9e sur 10 équipes au niveau du classement de la Coupe de France. Et puis je termine avec Nice Métropole. Non, pas avec Nice Métropole, pardon, avec la Total Énergie. J'ai pas fait le point au niveau du classement JR. Vous m'excuserez, mais j'ai envie de dire que, bon, Total Énergie ayant réussi cette saison, le classement JR n'a peut-être plus lieu d'exister. L'année prochaine, on le remplacera par le classement GG. GG la Tornia. GG les bonnes idées, bien entendu le classement Jérôme Pinault. Je vous prépare ça pour l'année prochaine. On fera un point à chaque fois sur Jérôme Pinault, entendu. Mais du côté de la Total Énergie, on est passé un petit peu à côté de la course à domicile, parce que le Tour de Vendée, c'est la course à domicile. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, des insides, des coulisses un petit peu de cette équipe. Ils ont dormi au manoir pour cette course. Et Lorenzo Manzin est même arrivé à pied, vu qu'il habite à côté du lieu de départ. On est passé un petit peu à côté. Sandy Dujardin fait 8, Julien Simon fait 9, mais on aurait pu s'attendre à un peu mieux. On a eu une attaque également de Fabien Grelier dans le final, qui est revenu notamment sur Anthony Delaplace, mais qui n'a jamais réussi à créer un écart sur le peloton. Et puis, on est passé un petit peu à côté. Quand on a Lorenzo Manzin, normalement, on doit tenter le sprint avec Lorenzo Manzin, sauf qu'il finit 70e. Lorenzo Manzin, juste devant Anthony Delaplace, peut-être un petit peu fatigué, Lorenzo Manzin, mais voilà, on est passé un petit peu à côté de sa course dans le final. Et puis même, c'est eux qui font la cassure, je crois, dans le sprint. Donc ça aurait pu être un peu mieux. Heureusement pour Total Energy, le honneur est sauf. Julien Simon remporte la compétition où on avait une belle marche, remporte la Coupe de France, et puis il remporte le classement par équipe de cette Coupe de France, en ayant, c'est vrai, Total Energy été très bon collectivement. Ils ont souvent réussi à placer 2-3 coureurs bien classés, et puis ils ont profité du fait que Cofidis a un peu baissé de rythme au cours de saison, et que Groupama également n'est pas forcément fait toutes les Coupes de France à fond. Groupama également d'autres gros objectifs sur la saison. On fait un point sur le classement général de cette Coupe de France. Victoire donc de Julien Simon avec 171 points devant Amaury Capiot, Marc Sarrault, Luca Mozzato, Clément Venturini, Brian Coquard est 6e. Il remonte à la 6e place avec les 50 points récupérés. Nous avons également Mathis Louvel, 7e, Sandy Dujardin, Arnaud Desmar, Axel Zinglet, Anthony Pérez, Max Bolscheid, Valentin Ferron, Franck Bonabour et Emmanuel Morin qui a encore été présent à la 12e place aujourd'hui. Emmanuel Morin qui a fait une bonne saison cette première année pour lui en Continental, en Atlantique. Je trouve qu'il était plutôt performant. On passe au niveau du classement des jeunes. C'est Mozzato qui s'impose devant Mathis Louvel, Sandy Dujardin, Axel Zinglet et Valentin Ferron. On retrouve Père Barbier 8e, Jason Tesson 9e, Arnaud Delis 10e, le coureur de la Lotto, et Mathieu Burgodeau 7e notamment. Et du côté du classement par équipe, c'est la Total Énergie qui s'impose devant G2R Arkea. Cofidis, la Groupama BNB Hotel, qui finit 6e, mais quand même... pas si incroyable que ça au niveau de ce classement. On retrouve ensuite le team Unant Atlantique, Saint-Michel-Aubert 93, Gosport et Nice Métropole Côte d'Azur. Le calendrier pour l'année prochaine, on retrouve les 17 mêmes manches pour la saison prochaine du côté de la Coupe de France, avec un début de saison le 29 janvier. Ça sera du côté du Grand Prix cycliste de la Marseillaise. On aura ensuite l'Étoile de Bessèges début février. On aura le Tour cycliste international des Alpes-Maritimes et du Var, les classiques de l'Ardèche et de la Drôme fin février. Et puis on retrouvera Paris-Nice, ça sera au mois de mars. Et puis on aura
le Grand Prix de Denain, la classique Loire-Atlantique, Cholet, Pays de la Loire qui s'enchaîneront, avec la route Tourangelle et la route Adélie qui s'enchaîneront également. On retrouvera ensuite Paris-Camembert au mois d'avril, le Tour du Doubs le 16 avril avec le 6 mai, le Grand Prix du Morbihan qui s'enchaîne le lendemain avec le Trobron-Léon, le Tour du Finistère et les boucles de l'Aune, tout ça se tient en 15 jours. On retrouve ensuite la Mercantour classique au mois de mai qui est un petit peu isolée, j'ai envie de dire. Et puis on réattaque la Coupe de France avec la 14e manche du côté de la Polynormande au mois d'août. Elle aura lieu pendant les championnats du monde, donc il faudra faire attention à la Polynormande vu que les championnats du monde auront lieu à la même période. Je rappelle les championnats du monde qui auront lieu en Écosse, du côté de Glasgow, championnats du monde qui seront entièrement regroupés avec toutes les disciplines du cyclisme. On retrouvera ensuite en septembre le Grand Prix Fourmi le 10 septembre, le 17 septembre le Grand Prix Isberg et puis le 1er octobre la fin de cette Coupe de France avec le Tour de Vendée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. L'année prochaine, on essayera de faire toutes les manches de la Coupe de France. Ça, c'est encore mon objectif, de les débriefer. Si ce n'est pas, parfois, ça sera peut-être en version rapide, mais j'ai envie de débriefer toutes ces manches de Coupe de France l'année prochaine. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, notamment le volet Paris-Bourges, le volet Paris-Tours, le Tour de Lombardie pour cette fin de saison, mais également d'autres courses dont on va parler dans les jours à venir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.